Elle s'appelle Léa et vous la connaissez certainement car c'est probablement la pharmacienne la plus connue de France. En 2018, elle lance son compte Les Conseils Pharma de Léa pour parler de santé sur les réseaux, ce qui, pour l'époque, était assez inexistant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'interviewer pour lui parler de ses débuts sur Instagram, de ses débuts en tant que pharmacienne, de sa passion pour la micronutrition et aussi de ses projets pour l'avenir. Comme d'habitude, je lui ai aussi préparé un petit jeu où pour chaque nom de médicament, elle devra m'indiquer si c'est moi qui l'ai inventé ou si c'est un vrai nom de médicament. Magénix, un sirop qui calme l'anxiété. Non, ça Ça n'existe. n'existe pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles au podcast et aussi à m'indiquer en commentaire des personnes, des créateurs de contenu que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin du podcast parce que je pense qu'à chaque interview, il y aura un truc à gagner par tirage au sort sur Instagram. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Léa dans ta première consultation. Bonjour Léa. Bonjour Ra- Anthony. Ravi de t'accueillir sur le podcast. Je suis vraiment trop content. C'est un honneur pour moi de te parler aujourd'hui parce que je suis un amateur de tes posts de façon régulière sur Instagram. Donc je suis trop content de t'accueillir aujourd'hui. Je sais pas si d'un point de vue marketing, c'est très intelligent de ma part d'interviewer dans les premiers épisodes la première créatrice de contenu en pharmacie, mais dans tous les cas, je suis super content de t'interviewer et je pense que les spectateurs sont très contents aussi. Merci beaucoup à toi et pour ton intérêt. Alors, j'essaye dans ces interviews d'organiser une routine en donnant à mes invités un mot pour qu'ils se présentent du coup. Un mot qui fait résonner à la fois leur parcours en pharmacie et leur parcours en tant que créateur. Et grâce à ce mot-là, ils essayent de se présenter en quelques minutes en développement. Donc pour toi, j'ai choisi le mot vulgarisation. Je pense que ça va être facile pour toi de broder autour à la fois sur ta profession de pharmacien et de créatrice. Donc je te laisse un petit peu te présenter pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas encore. Comment tu te présenterais avec ce mot vulgarisation du coup? Si je devais me présenter autour de ce mot-là, c'est vrai que le métier de pharmacien, on fait de la vulgarisation tous les jours, tout le temps, au comptoir, à chaque fois qu'on est en contact avec les patients finalement, puisque le but c'est de leur expliquer des choses simplement pour qu'ils puissent mettre en place chez eux, puis puissent prendre correctement leur traitement, etc. Et donc moi j'ai toujours été passionnée par ce métier de pharmacien et justement de transmission, donc vulgarisation. Et disons que j'ai eu envie après ça, ou du moins en complément, de pouvoir vulgariser à plus grande échelle. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer les conseils Pharmacia pour justement pouvoir transmettre tous mes conseils et toutes les infos que je trouve intéressantes en termes de santé et de prévention santé à directement à des patients qui ne seraient pas juste derrière mon comptoir. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée. Enfin, l'histoire est quand même beaucoup plus longue que ça, mais si je vais très rapidement raccourcir, c'est comme ça que je me définirais autour du thème vulgarisation. C'est ce que je trouvais ça pertinent pour toi, du coup, le thème vulgarisé, parce que je pense que c'est un fil conducteur à la fois dans ta profession et dans la Mm. création de ton compte Instagram. Mais si on se concentre un petit peu plus sur ta profession de pharmacien de base, comment ça s'est construit ton choix de filière pour toi? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou est-ce que c'était quelque chose qui est venu petit à petit après le bac? Alors, c'était pas du tout un rêve d'enfant. Je t'avoue que moi j'ai toujours été scientifique, donc pendant les études, j'ai choisi la filière scientifique, j'aimais bien la biologie, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après le bac, jusqu'en à peu près, je pense en première. Et un jour, en allant chez un ami d'enfance, sa sœur faisait pharma et était en troisième année, et je vois des classeurs ouverts de botanique, je crois, à l'époque. Et en fait, j'ai regardé comme ça ces classeurs, je me suis dit: «Ah, ça a l'air trop bien ce qu'elle apprend». Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit: «Bon, bah, moi aussi, je veux faire pharma». Mais ça m'est venu, mais comme ça. De toute façon, toutes les idées que j'ai eues dans ma vie, du moins celles qui, m'ont fait, les grands choix de vie au niveau professionnel, ça a toujours été des idées comme ça. Donc c'est comme ça que je suis inscrite, en pharmacie. J'ai pas plus, réfléchi que ça. Ah, c'est rigolo. C'est plus, les études, en fait, qui m'ont attirée, que le métier en lui-même. D'accord. Et quel souvenir tu gardes de tes études? Est-ce que c'était plus studieux ou plus dans la fête? Quelle était l'étudiante Léa du coup? Est-ce qu'elle était dans la fête ou plus dans les études du coup? Je vais dire que j'ai toujours été dans un entre-deux. Ouais. Mais je faisais partie de celles qui allaient en classe, hein, en cours, enfin à la fac quoi. J'allais, je prenais mes cours, j'adorais en fait, écrire, souligner, faire des belles fiches, enfin voilà, c'était ma passion. À l'époque, il y avait pas les ordinateurs, comme Ouais. maintenant, les tablettes
C'est vrai qu'on avait des cours avec des polycopes, qu'on devait compléter ou écrire soi-même et je suis quand même assez perfectionniste aussi donc j'allais en cours, j'étais, plutôt studieuse, j'ai jamais eu de rattrapage pendant les 6 années de pharma donc à part la 1re année que j'ai redoublé, hein, j'ai pas eu mon concours du premier coup. Mais par contre, le week-end, je faisais quand même la fête, hein. Enfin, voilà, disons que j'allais en cours, je faisais quand même un peu la fête, des petits apéros et cetera, enfin, un peu comme tout le monde, une vie d'étudiant. Par contre, 1 mois et demi avant les examens, je m'enfermais, là, je travaillais de 6 heures du matin à minuit. Ah, Voilà, concrètement, c'est c'est régulièrement comme ça. ça, du coup, dans les études de pharma, ouais, c'est rigolo, cette ambiance. Mais moi, je trouve que c'est une belle filière, des belles études, une belle profession. Mais peut-être que tu l'as vu, il y a de moins en moins d'étudiants qui se lancent dans cette filière d'études. Apparemment, il y aurait 1000 étudiants en pharmacie en moins par an qui se lancent en deuxième année de pharma, donc c'est un petit peu dramatique pour la profession. Qu'est-ce qui manque, tu crois, à la filière pharmacie? Est-ce que c'est pas rendu assez sexy par l'ordre des pharmaciens? Est-ce qu'il manque une grosse série Netflix à gros budget? Qu'est-ce qui manquerait pour améliorer un petit peu l'image des pharmaciens et motiver justement ces étudiants qui ne choisissent plus la filière pharmacie? Est-ce que tu aurais un conseil pour ces jeunes? Moi, je trouve que pendant des années, on n'a pas assez communiqué sur, la diversité de notre métier. Mhm. Je trouve que c'est resté trop enfermé dans la délivrance des médicaments, et un peu le monotache, tu vois? Alors que finalement, on a des métiers hyper diversifiés. On peut, selon en officine, hein, même en restant juste en officine, se spécialiser, dans ce qui peut nous passionner. Ça peut être, bah, moi, par exemple, c'est la micronutrition. Ça peut vraiment, être un complément au comptoir, mais ça peut être, d'autres spécialités, l'aromathérapie, la santé plus naturelle, le maintien à domicile. Enfin, je sais pas, il y a 15 000 spécialités. Donc ça, je trouve que c'était peut-être pas suffisamment visible avant Mm. et après je pense aussi, qu'il y a en termes de salaire, Ouais, je trouve qu'il y a pas de belles perspectives d'évolution quand tu es, pharmacien assistant et je trouve que ça, c'est quand même assez problématique. c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'assistante, tu as 0 augmentation en 8 ans alors que toi tu t'es formée, tu as fidélisé une clientèle, tu gères une équipe, tu gères les formations. Enfin, en 8 ans, tu as pris de la bouteille et puis finalement, tu aucune évolution, quoi. Très, très peu. Enfin, tu avais le pourcentage, d'ancienneté, qui se cumule. Oui, je suis passée du coefficient, peut-être, 400, quand j'étais étudiante, en pharma, parce que j'ai commencé à travailler quand j'étais en 6e année et je suis passée au coefficient 500 et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et donc, quand tu passes du statut étudiant à mère de 3 enfants, enfin, pour ma part, avec 3 enfants, une maison, enfin, c'est vrai que du coup, c'est pas très motivant, je trouve. C'est vrai. Il y a peut-être plus de perspectives d'évolution dans l'industrie pharmaceutique avec des Mmh. salaires qui peuvent être plus avantageux à terme, mais c'est vrai que même moi qui suis en industrie, c'est quand même les salaires sont pas non plus énormes par rapport à d'autres cursus, euh, des personnes qui ont fait un bac plus 5 et qui sont nettement mieux payées que les pharmaciens. Alors, le diplôme n'est pas suffisamment reconnu, effectivement. Ouais. Voilà. Je trouve qu'en termes de salaire, c'est pas suffisamment reconnu aussi par rapport aux responsabilités qu'on a, C'est vrai. Mm. très importantes. Donc, voilà, je trouve que ça devrait vraiment être, revalorisé. Complètement. Donc c'est un peu dramatique, là, les 1000 étudiants en moins qui se lancent dans les études chaque année. Donc je sais pas où ça mène. Est-ce qu'on va assister à un désert de pharmaciens dans quelques années comme il y a celui des médecins aujourd'hui? Et puis il y a d'autres trucs qui menacent un petit peu l'officine. Je sais pas, moi je pense à l'intelligence artificielle par exemple, ou de différentes grosses sociétés qui se lancent là-dedans, Leclerc, La Poste, Amazon. Est-ce que tu vois une menace à terme pour la filière pharmacie qui perdrait son monopole ou son privilège à ce niveau-là ou... Bah, je pense que si on réfléchit comme ça, tous les métiers peuvent être menacés, tu vois? Les médecins aussi, enfin donc je pense que l'intelligence artificielle, ça peut être un outil éventuellement, mais moi je la ressens pas comme une menace aujourd'hui. Bon après, non, je m'en sens loin en tout cas, même si, je sais que ChatGPT existe, qu'on peut s'en servir. Même moi, parfois, ça m'arrive de regarder certaines choses dessus, mais voilà, toujours avec beaucoup de enfin, c'est pas parce que ChatGPT a dit quelque chose que je le revérifierai pas. Je suis quand même assez méfiante, tu vois? Bien sûr. Mais non, pour l'instant, ça me fait pas trop peur, dans le sens où on est quand même encore très humanisé, surtout en France. Donc avant que les patients, puissent, se projeter avec une intelligence artificielle, je pense qu'il va se passer quand même encore quelques années et on a encore le temps de réagir et de faire évoluer le métier.
C'est vrai, c'est vrai. Comme on dit souvent, le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, mais la bêtise humaine. Mais Oui, on est quand même dans un métier où je trouve que le contact humain, aussi bien que l'information, santé qu'on va transmettre ou voilà, le service qu'on va rendre, heu, pour moi, le contact humain est tout aussi important dans ce métier-là, quoi, je mhm, trouve. c'est vrai. Il a autant d'importance que le reste. La Oui, manière dont on va accueillir une personne, la bienveillance, le côté disponible, la disponibilité qu'on va avoir, enfin, je trouve que c'est ça qui fait 50 de notre métier aussi, quoi. En plus de nos compétences, bien sûr. oui, puis les patients abordent régulièrement des discussions intimes avec leur pharmacien, donc il y a Oui, un rapport spécial qu'il n'y aurait pas du coup avec quelque chose qui serait informatisé du coup. Donc c'est vrai que le rapport voilà. est vraiment très important. Donc on a abordé ta profession de pharmacien, et à côté de ça, du coup, tu as aussi une autre activité que les auditeurs connaissent très certainement sur Instagram, du coup, où tu publies régulièrement du contenu. Est-ce que tu peux revenir sur comment ça a commencé, du coup, la pharma de Léa, les conseils pharma de Léa? Mmh. Comment tu as commencé tout ça, du coup? Alors, donc j'étais, pharmacien assistant depuis 2011 ou 2012 et donc c'était en 2018. Donc ça faisait, 6 ans que j'étais assistante et je t'avoue, voilà, je commençais à avoir une forme de lassitude, d'autant plus que j'étais maman, donc je venais d'avoir des jumelles qui avaient 1 an et demi et j'avais une volonté, voilà, je sentais que le métier de pharmacien, ça m'avait, satisfaite. Mhm. J'étais fière de ce métier-là, mais je me sentais pas complètement accomplie. Tu vois? C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas exploité. Je savais que quelque chose en moi n'était pas exploité, mais je ne savais pas du tout quoi faire ni comment, heu, me sentir enfin, voilà, accomplie, professionnellement et j'ai réfléchi donc tu vois? Je voulais faire de la formation, je voulais être formatrice, je voulais créer une société de formation. Mais à l'époque, voilà, je suis tombée enceinte de mes jumelles. Il fallait en fait, que je quitte la pharma, que vraiment je crée une société, que je prenne des risques financiers. Je venais aussi d'acheter une maison. Enfin donc tout ça faisait que ça me demandait trop de risques par rapport à ma situation familiale. Donc ça, disons que j'ai mis le projet entre parenthèses à ce moment-là. Après, j'ai aussi pensé à acheter une pharmacie. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être qu'en fait, il faut que je sois titulaire». Mais pareil, quand je suis tombée enceinte de mes jumelles, je me suis dit: «Bah non, bah là, en fait, je vais avoir 3 enfants en bas âge, plus une pharmacie, je crois que c'est trop». Parce qu'une pharma, on va pas se mentir, c'est quand même, beaucoup de temps et d'énergie aussi. Là, bah, j'allais être très prise aussi par ma famille. Mhm. Donc j'ai réfléchi et à côté de ça, bon, je raconte la vraie histoire. À côté de ça, je raconte toute l'histoire. Je rencontre, dans mon entourage personnel, Clara Morgan, qui est aujourd'hui une très bonne amie à moi et on discute. Un jour, elle me dit: «Bah, si tu veux, on fait une photo ensemble et puis tu auras des abonnés». Alors moi, j'avais même pas enfin Instagram, c'était à peine créé, j'y allais jamais, c'était pas du tout mon truc, Facebook, bah, j'avais Facebook comme tout le monde, mais voilà et en fait, elle me dit ça et je lui dis: «Bah, non, enfin, je vois pas trop l'intérêt, qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir des abonnés?» Et je rentre chez moi et le soir, je rentre du travail, je me mets dans mon canapé et là, je me suis dit: «J'ai une idée, je vais faire une page de conseils santé». En fait, tous les conseils que je donne à la pharmacie en plus, je travaillais dans une très grosse pharmacie où il y avait, énormément de choix au niveau des compléments alimentaires, donc j'étais déjà passionnée par la micronutrition. J'ai fait ma thèse et tout sur ça, donc c'était vraiment mon dada et je voyais bien qu'il y avait un gros manque d'informations. Les gens savent pas du tout quoi choisir. Ils se retrouvent devant, un mur de compléments alimentaires. Ils savent pas du tout lequel ils doivent prendre pour, voilà, freiner la chute de aider à freiner la chute des cheveux et cetera et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais donner moi mes conseils, comment je les aide à choisir et c'est comme ça que, dès le lendemain, j'ai réfléchi à un nom avec ma collègue pharmacienne, on a réfléchi, donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé les conseils Pharmadléa et le soir même, le lendemain soir, j'ai créé, la page Facebook et la page, Instagram, les conseils Pharmadléa. Mais à la base, c'est cette remarque de Clara qui m'a dit, «Est-ce que tu veux qu'on fasse une photo?» Et en fait, c'est ça qui m'a fait réfléchir. C'est rigolo, oui. D'où les rencontres, du Voilà. coup, c'est marrant. Et est-ce que tu devais être la première, du coup, sur la plateforme à avoir un compte orienté conseil pharma comme ça? Et mais même, en santé générale, hein, il y avait Carrément. pas de compte santé. Et en 2018, il y avait, je crois, 3-4 comptes santé qui se couraient après en France, quoi. Donc je l'ai vraiment créé, au bon moment, je pense, aussi, parce que ça
de me faire connaître, d'avoir une croissance, qui aujourd'hui est plus difficile, je trouve. C'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de créateurs de contenu en santé aujourd'hui, donc c'est plus compliqué de sortir son épingle du jeu ou de se faire, connaître. Tout à fait, ouais. C'est au bon moment. Donc c'est une jolie épopée, du coup, tu as bien réussi à augmenter ton nombre d'abonnés et ton audience. Et justement, est-ce que tu as une idée aujourd'hui de ton public? Est-ce que tu t'adresses surtout à des patients, à des personnes qui sont issues des professions de santé, ou est-ce que tu as une idée un petit peu du public auquel tu t'adresses? Alors il y a énormément de personnes, qui sont non professionnelles de santé, mais il y a aussi énormément de professionnels de santé, notamment des pharmaciens. Mhm. Et ça, je m'en suis rendu compte. Bon, bien sûr, j'ai déjà fait des enquêtes, tu sais, bon là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour voir, pour mesurer un petit peu les votes, parce que ça m'est déjà arrivé, tu sais, de faire voter, vous êtes, pharmacien, préparateur, pour savoir vraiment, combien à peu près j'en ai. Mais bon, on est quand même limité parce que ça va représenter que les gens qui regardent ma Oui, story c'est vrai. et il y a des gens qui regardent mes posts et qui voient pas mes stories. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, tu vois, mon livre, il a été, énormément acheté aussi par des pharmaciens qui s'en servent pour, leurs conseils aussi, au comptoir. Et je l'ai aussi vu, l'année dernière à Pharmagora. Ouais, Je le salon. j'ai fait une conférence à Pharmagora et je t'avoue que quand je me suis baladée à Pharmagora et qu'en fait, il y avait beaucoup de monde qui me reconnaissait, là, j'ai compris que dans le milieu de la pharmacie, mon compte, vraiment était connu. Et c'est vrai que ça, quand tu es chez toi, enfin «chez toi» entre guillemets, aujourd'hui je me suis quand même professionnalisée, mais c'est vrai que quand tu es, toi avec ton téléphone en train de faire tes vidéos, tes contenus, même si tu vois ton nombre d'abonnés qui augmente, tu te rends pas forcément compte de ce que ça représente dans la vraie vie. Et quand tu vas à un salon comme Pharmagora où en fait là tu te prends ben, voilà, c'est concret quoi, c'est des vraies personnes qui sont: «Ah, je vous suis, j'adore», voilà donc c'est sûr, c'est C'est valorisant. génial, ouais, évidemment, ouais. Oui, de voir son public directement en face, ne serait-ce Mmh, que 10, 100 personnes, on se rend compte réellement de la masse de personnes, et ça fait directement mmh. beaucoup plus impressionnant, effectivement. Et du coup, je t'ai entendu parler de professionnalisation. J'ai l'impression, ouais, c'est ce que je me suis noté, j'ai l'impression que depuis un an, un petit peu, sur ton compte, parce que ça fait déjà pas mal d'années que je te suis, qu'il y a une démarche de professionnalisation. Et je me suis demandé, du coup, si tu avais une équipe de monteurs, de cadreurs, des gens qui t'accompagnaient dans tes vidéos, du coup. Alors ça s'est fait petit à petit. Bon déjà, la première chose, sur laquelle je me suis professionnalisée, c'est qu'en 2020, j'ai signé avec mon agent, qui est toujours mon agent aujourd'hui. C'est l'agence Fresh Touch, donc mon agent Goulven, qui m'a écrit en 2020 en me disant: «Bonjour Léa, je m'appelle Goulven». Je me suis dit: «Goulven, c'est spécial comme prénom». Et c'est comme ça on s'est rencontrés et c'est vrai que déjà j'ai commencé par, signer avec mon agence, ce qui permet de me protéger au niveau de mes contrats, vérifier tout est OK sur la gestion des droits d'image, voilà, tout le côté législatif finalement autour de cette création de contenu, parce que c'est quand même assez novateur, ça n'existait pas avant donc sur ce point-là, vraiment, je me suis fait accompagner dès le départ, ce qui m'a permis de pouvoir moi me concentrer que sur l'essentiel et ce qui m'intéresse, hein, c'est-à-dire la santé, les informations de santé, enfin voilà, de rester concentrée sur ça et pas m'occuper de cette partie-là qui au final n'est pas du tout mon métier non plus. Donc ça, c'était le premier point de, on va dire, professionnalisation et après, quand ça a été possible, on va dire, financièrement aussi, j'ai, commencé à sous-traiter pour le montage de mes vidéos. Donc l'année dernière, effectivement, j'ai travaillé avec une agence qui, donc en fait, ils me produisaient toutes mes vidéos. Après, je reste, auteure de voilà, des contenus, de ce que je dis dans mes contenus, bien sûr. Et cette année, j'ai encore passé un petit cap parce que j'ai d'autres projets, dont je parlerai pas forcément aujourd'hui, mais à très court terme là, qui vont se sortir. Et donc là, je travaille encore avec une autre, personne, enfin 2 autres personnes, une autre agence qui m'aide, voilà, pour tout le développement de projet et aussi bien sûr, c'est intégré dedans la création de contenu, le montage des vidéos, mais c'est un accompagnement encore plus global. Aujourd'hui, j'ai vraiment, je peux dire, 2 collaboratrices avec qui j'échange, quotidiennement sur, les contenus et les autres projets. Ah, c'est chouette, ça. Voilà. C'est chouette. J'avais l'impression qu'il y avait cette démarche de professionnalisation. C'est des contenus, du coup, qui sont vraiment très esthétiques aujourd'hui, donc c'est vraiment chouette, ouais. Parce que tu arrives à un moment donné après où forcément tu as une lassitude, hein, moi quand je devais penser à faire une vidéo et que je me pensais à que je devais brancher la lampe,
mettre le téléphone, recommencer 3 fois parce que le truc a coupé, parce que j'ai le stockage plein. Enfin, en fait, après tout ça, tu satures et Mmh. et puis j'avais envie aussi de passer mon temps à faire d'autres choses et pas forcément ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir à un moment donné aussi décider de sous-traiter certaines choses pour avancer Mmh mh. et pour continuer à se développer. Et au niveau de l'activité créatrice de contenu, j'ai remarqué, différents projets aussi que tu as en parallèle, notamment un très récent, le compte santé organisé Mmh. et aussi les consultations que tu as lancées. Je ne sais pas si tu veux en parler et l'aborder, mais je pense que c'est un bon moment pour, présenter ces nouvelles activités à l'audience. En fait, on est plusieurs créateurs de contenu à être sur Aix-en-Provence et l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, hein, je vais être très honnête, mais on m'a proposé d'adhérer à cette, association et en fait, le but, c'est d'inverser un petit peu ce que tu vois, globalement dans les réseaux sociaux où en fait, finalement, c'est moi, ça m'arrive de collaborer avec des marques, tu vois? Bah, là, le but, c'est pas que, par exemple, des créateurs de contenu comme moi soient mis en avant par des marques, mais c'est plutôt que nous, en tant que professionnels de santé et créateurs de contenu, eh bien, on se regroupe nous-mêmes pour parler de la santé, pour, sensibiliser le plus de personnes, organiser des événements et donc c'est vrai que là, on est plusieurs professionnels à avoir adhéré à Santé Organisée et le but, c'est de co-créer, plusieurs contenus ensemble, d'organiser, plusieurs événements dans l'année, accessibles à tous pour, parler de la santé et voilà et c'est des projets qui sont menés par nous-mêmes et pas par des marques cette fois-ci. Souvent, on se croise en tant que pro de santé, mais c'est au travers de collaborations, avec des marques. Là, l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de le faire, En collectif, à notre voilà, du coup, à notre initiative. Et ce qui c'est est chouette. génial, c'est que, bah, il y a vraiment ce côté pluridisciplinarité puisque tu as, dentiste, gynéco, pharmacien, enfin, c'est très varié, en termes de C'est très récent. Ça sort aujourd'hui, je crois, non? C'est très, très récent, hein? oui, c'est très récent là, c'est Je t'ai préparé un petit jeu. Ça oui, va être la rubrique jeu. Ça va être très simple. C'est je vais te dire des noms de médicaments et tu vas me dire s'ils existent ou s'ils n'existent pas. ouh là là, Parce que, parce que parfois, il y a des noms de médicaments qui sont un peu bizarres. d'accord. Et voilà. Tellement en pharmacie, donc vous m'excuserez si jamais Non, normalement, tu devrais tout connaître. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Extranase, un complexe d'enzymes extraites de l'ananas pour lutter contre l'inflammation. Est-ce que celui-là, il existe? oui, il existe, bien Il sûr. existe, c'est vrai. C'est de C'est la un nom. bromélaïne. C'est de la bromélaïne même dedans. Ah, toi, j'ai pas le souvenir, par contre. Le deuxième, Extra Slim, un complément alimentaire qui brûle les graisses. Alors, il doit certainement exister, vu le nom, mais c'est pas Mhm. un médicament du coup. Oui, c'est un complément alimentaire, mais Ouais, oui, il existe aussi. ouais. Troisième, Herbaflux, un médicament vétérinaire contre le reflux des chats. Je pense pas, non. Il n'existe pas, c'est vrai. Ça va? C'est pas mal du tout, hein, bravo. Le quatrième, Maxidrol, un collyre anti-inflammatoire et antibiotique. Oui. Il existe, c'est vrai. Mmh. Contre le mal, le Contramal, un antalgique opioïde. Contramal? J'ai un doute là. Non, J'ai j'ai fait exprès de choisir les plus bizarres, hein, mais si, il ouais, existe celui-là. Contramal, ouais. Contramal. Il y en a 10. Je l'ai plus en tête. Euh, Je le vois Contramal, je sais. Ça doit être à la codéine, je crois. Je sais plus plus. exactement. Faudrait que je regarde ça. Mmh. Le sixième, Magenix, un sirop qui calme l'anxiété. Non, ça Ça n'existe n'existe pas. Le septième, Luxturna, qui est ça va être compliqué, hein, parce que je suis pas sûr qu'ils se vendent en officine celui-là, hein. Luxturna, une thérapie génique qui redonne la vue aux personnes déficientes visuelles. Et j'ajoute Luc que c'est Luxturna parce que ça coûte plus de 400 000 euros l'injection. ben, c'est sûr que c'est pas en officine dans tous les cas. Ouais, 1 mais 000 € l'injection? ouais, Impossible, hein, mais si, ça existe bel et bien, ouais. 400 000 euros l'injection. Et
apparemment, il y a des bons résultats, où ça redonnerait la vue à des patients qui auraient des problèmes visuels. Et voilà, bon, il faudra demander à Dr. Hyde Mais de nous expliquer c'est ça. remboursé, voilà. D'ailleurs, Doctor Hay fait partie de Santé Organisée. Ah, Euh, ça veut dire. oui, on va lui poser la question, mais du coup, c'est remboursé ça? Ça doit être remboursé, ouais. Oui, Ah oui, certainement, ouais. Oui, d'accord. 400 000 euros, ouais, Ouais. ouais. Et j'en ai encore trois. Hmm. Fepalcon, un médicament anti-allergique. Comment ça s'appelle? Fepalcon. Fepalcon? Ouais, Non. ça n'existe pas. Celui-là, tu n'en verras pas mille. Le Hmm. Verapamil, un traitement pour l'hypertension. Ça existe. Ça existe, effectivement. Et le dernier, le pas d'amalgame pour éviter tous les dérapages médiatiques. Ça n'existe pas. Il n'existe pas, bravo, 9 sur 10. Très Bon, bon voilà, résultat. c'est pas mal quand même. Contramal, je savais plus celui-là. Contramal, attends, je regarde rapidement pour voir à quoi c'est. Ce serait du tramadol apparemment. Ok. Ouais, on délivre tout le temps, on délivre plus, tu vois, le princeps, enfin, on délivre tellement les génériques, on Plus finit par générique. oublier des fois le nom des princeps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Moi, je sais pas Ouais, comment c'était à l'époque, toi, à la fac, mais nous, on apprenait que les DCI, du coup. Jamais de la vie, on nous parlait de princeps, ouais. bah, moi, oui, j'ai appris aussi avec les DCI, quoi. Ouais, Princeps. ok. Après, à la pharmacie, au début, quand j'ai commencé à bosser, il y avait quand même encore pas mal de princeps. Maintenant, il y a vraiment beaucoup moins qu'on va délivrer, donc c'est vrai que Contramal, tu vois, je enfin, c'est tout le temps, donc c'est pour ça que je l'avais plus en tête. J'ai trouvé une Très bien. excuse. Et là, je voudrais aborder un sujet avec toi, c'est que bah, tu as une particularité en tant que pharmacienne, c'est que tu es formée à un sujet qui est encore assez méconnu, même si Mmh c'est très tendance, c'est bah, la micronutrition. mh. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore cette discipline de la pharmacie, est-ce que tu pourrais expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire la micronutrition du coup? D'accord. Alors, la micronutrition, c'est en fait, on va s'intéresser au fonctionnement cellulaire, tout en revient toujours à la cellule. Enfin, voilà, ça c'est la base, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de mettre, en fait, la micronutrition permet d'accompagner des patients qui souffriraient par exemple de troubles fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de maladie identifiée, il n'y a pas de lésion au niveau d'un organe. Pourtant, il y a vraiment un inconfort physiologique, psychologique, mais si tu veux, la médecine allopathique ne répond pas là à ce genre de problématique. Parce que souvent, c'est des patients à qui on a dit bah, vous êtes trop stressé en ce moment, détendez-vous, ou vous êtes fatigué, reposez-vous, ou bah, par exemple le syndrome prémenstruel, tu vois, ça fait partie des dysfonctionnements, bah, en allopathie, on est assez limité, quoi, à part donner une pilule. Mais bon, pour celles qui ne voudraient pas prendre d'hormones, ça va être le SPM, comment tu peux aider quelqu'un qui souffre de syndrome prémenstruel. Et ça peut concerner quand même 75, beaucoup de femmes, pratiquement 75% des femmes, qui ont, on va dire, une semaine où elles se sentent vraiment très mal, tu vois. Parfois, c'est même plus. Donc, tout ce qui est troubles digestifs aussi, à part de façon en allopathie ou du débrida, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, là aussi, encore une fois, en micronutrition, on va pouvoir accompagner ces patients-là. La fatigue chronique, le burn-out. Bon, le burn-out, c'est encore plus médicalisé, mais la fatigue chronique, il y a énormément de personnes qui sont toujours fatiguées. Et donc, en fait, la micronutrition, ça permet d'accompagner tous ces dysfonctionnements, d'optimiser aussi les performances pour ceux qui, voilà, qui sont sportifs, qui ont des périodes où ils savent qu'ils vont avoir une grosse période de travail, par exemple, optimiser sa santé et surtout prévenir l'apparition des maladies chroniques. Parce que la médecine avance tout le temps, mais pour autant, les maladies chroniques, elles sont en constante augmentation. Aujourd'hui, c'est 15 à 20 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques. Donc sur ça, clairement, en prévention santé, on n'est pas bon. Et la micronutrition, c'est de la prévention santé aussi. Donc, comment ça fonctionne en fait? Bah, il y a déjà une anamnèse qui est importante, c'est-à-dire que quand on a un patient, il faut lui poser plein de questions pour un petit peu cibler, si tu veux, on arrive grâce à des questions à rapprocher ça du fonctionnement cellulaire. Grâce à des groupes de questions et après on en revient toujours à la cellule. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Tu vois, c'est comme dans une maladie. Une maladie,
quand finalement tu en reviens toujours à un dysfonctionnement cellulaire. Bah, là, c'est un peu pareil. Le but, c'est de rééquilibrer. On part du principe que la cellule, si elle dysfonctionne, forcément l'organe associé et la relation entre les organes ne peut pas être bonne, les échanges, la communication au niveau du cerveau. Donc tout ça, ça s'optimise grâce à la nutrition. Donc ça passe par l'assiette avant toute chose. C'est pas juste les compléments alimentaires. D'abord la santé dans l'assiette, mais l'assiette aujourd'hui a quand même ses limites parce que même si on mange équilibré, le problème c'est que la densité nutritionnelle des aliments n'est pas la même qu'il y a 60 ans. On a subi une révolution industrielle, il y a beaucoup d'aliments transformés, les méthodes de cuisson, les méthodes de conservation, tout ça fait que l'agriculture intensive, les pesticides, tout ça fait que la biodisponibilité ou la quantité tout simplement de vitamines, de minéraux au sein même d'un aliment n'est pas aussi concentrée que ce qu'elle était à l'époque. Et aujourd'hui, quand tu regardes les données par exemple de l'INCA 3, qui est une grande étude épidémiologique qui évalue le statut nutritionnel des Français, ben, si tu regardes par exemple des femmes en âge de procréer, si tu regardes leur habitude alimentaire, est-ce que elles couvrent leurs besoins nutritionnels? Ben non. Ah oui. Donc on est quand même face à un constat, c'est qu'on est tous sujets à des déficits nutritionnels et le problème d'un déficit, c'est qu'il peut passer inaperçu. Parce que quand tu as un déficit, tu n'as pas un symptôme typique. C'est la différence avec une carence. Une carence, tu es carencé en fer, tu as l'anémie, tu es carencé en vitamine C, tu as le scorbut, tu es carencé en vitamine D, tu as le rachitisme. Mais le déficit, il peut passer inaperçu pendant des années. Et ça, des déficits cumulés, ça peut créer des dysfonctionnements et ça peut aussi créer après des maladies. Enfin, c'est le lit aussi pour les maladies chroniques. Voilà. Et en plus de ça, après notre alimentation aussi, tout ce qui est ultra transformé, ça peut créer des déséquilibres, de l'inflammation de bas grade, et ça aussi, ça peut participer. Donc en fait, en micronutrition, on évalue l'assiette, on corrige l'assiette, bien sûr, c'est important, et après on vient supplémenter là où on pense que ça va pas suffire. On peut tout vérifier grâce à la biologie. C'est pas du charlatanisme, hein, tout est vérifiable par la biologie. Après, il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de doser pour supplémenter, pas forcément obligé de doser. Et bien sûr, après, une autre point très important qu'on prend en compte, c'est l'environnement. Mhm. Voilà, c'est comme en médecine vétérinaire, tu vois, ils prennent toujours en compte l'environnement de l'animal pour le soigner, pour déterminer. Bon, après, je suis pas vétérinaire, mais je sais que c'est le cas. Et bah, c'est pareil là, prendre en compte l'environnement pour, si on veut pérenniser l'état de santé sur du long terme, ben, s'il y a des erreurs qui sont faites au niveau de l'environnement, au niveau du rythme de vie, de l'hygiène de vie, bah, ça aussi, c'est des conseils qu'on peut donner dans le cadre d'une consultation, par exemple en micronutrition. Voilà, donc c'est pas juste du tout venir conseiller un complément alimentaire pour perdre du poids ou un complément alimentaire pour freiner la chute des cheveux. La chute des cheveux, ça peut être lié à plein de choses, ça peut être lié à un dérèglement de la thyroïde, ça peut être lié à un manque de fer. Et ça, c'est le rôle du pharmacien formé ou d'un autre professionnel, parce qu'il n'y a pas que des pharmaciens qui font de la micronutrition, il peut y avoir des médecins, on a médecins fonctionnels ou même des naturopathes qui auraient des formations spécifiques ou enfin voilà, il peut y avoir plusieurs. Le tout, c'est d'avoir quand même des diplômes fiables. Donc, tu as des diplômes universitaires, tu as des formations avec des certifications. Moi-même, j'ai suivi une formation chez Eureka Formation. Aujourd'hui, je suis formatrice et je forme d'autres professionnels de santé en nutrition fonctionnelle adaptative. C'est vrai que j'aime bien ce terme-là, nutrition fonctionnelle adaptative, plutôt que micronutrition, parce que c'est plus global. Tu prends en compte, dans ce terme-là, tu as la nutrition, l'assiette, fonctionnelle, le complémentation et adaptatif, on prend en compte l'environnement, tu vois. Micronutrition, je trouve que c'est très restreint par rapport à finalement ce qu'on fait vraiment. C'est-à-dire, c'est vraiment des conseils, on prend le patient, pas avec sa maladie, mais le patient dans son ensemble, avec son hygiène de vie, son histoire. Heu et moi, du coup, je trouve ça hyper passionnant parce que en tant que pharmacien, de base, ça vient vraiment compléter l'allopathie. C'est-à-dire que quand, tu vois, quand je lis une ordonnance, bah, j'ai une espèce de j'ai aujourd'hui comme une deuxième lecture de l'ordonnance où je sais que, par exemple, certains traitements vont entraîner des déficits nutritionnels et donc, pour éviter, par exemple, d'arriver à certains effets indésirables de certains traitements, bah, je mets en place des choses tout de suite, pour, voilà, soit optimiser le traitement, soit éviter les effets indésirables. Parfois même, c'est en alternative. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui te dit: «Aujourd'hui, je suis hyper j'ai le moral à zéro». Et ben, c'est vrai qu'il
il y a tellement de choses à faire en amont avant de passer sur un antidépresseur qui sera prescrit par un médecin. Mm. Franchement, ça vaut tellement le coup de passer ne serait-ce que par la phytothérapie. Tu vois, tu as des plantes comme le safran qui n'ont pas les effets indésirables des antidépresseurs et qui ont des efficacités similaires prouvées, par exemple avec la fluoxétine. Donc, tu vois, ça peut être des alternatives hyper intéressantes dans certains cas. Donc, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est un outil vraiment indissociable du métier de pharmacien. Mais après, je sais que tout le monde ne le pratique pas. Mais moi, je trouve que c'est vraiment indissociable. Alors, D'autant plus on délivre quand même les compléments alimentaires, quoi. On est les principaux distributeurs de compléments alimentaires. Donc ça me paraît aberrant aujourd'hui d'avoir une pharmacie et d'avoir un gros, on va dire, une grosse, un bel espace où tu vends des compléments alimentaires et t'es pas formé. Je veux dire, pour moi, c'est moi, j'ai toujours une petite gêne quand je vois, je sais pas, dans des magasins bio, etc., où on vend des compléments alimentaires. Ça me paraît un petit peu délicat. Je préfère que ça soit vendu quand même en pharmacie. Ouais. Ah mais je suis entièrement d'accord parce que, on peut penser beaucoup de gens pensent que c'est naturel donc il y a pas de souci, c'est pas dangereux. Mais en fait avec les plantes et même avec des micronutriments, Mhm. si tu en prends alors que tu en as pas besoin ou que ça suit pas la bonne indication, tu peux faire des gros dégâts. Bien sûr. Tu vois? Donc par exemple, le fer, quelqu'un qui est pas, anémié ou qui a pas une ferritinémie, dans les chaussettes, on va lui donner, du fer dans les compléments alimentaires, en plus sous une bonne forme, bien biodisponible. Bah, là, tu peux faire, des dégâts. Du fer en excès, c'est, pro-oxydant et ça peut faire des dommages, cellulaires. Donc, il faut quand même être extrêmement vigilant et moi, le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est: je suis vraiment, passionnée par la micronutrition, l'utilisation des compléments alimentaires peut être très utile, mais ça doit absolument être fait par un professionnel de santé qui est formé, qui accompagne le patient. Il faut pas le faire de soi-même parce qu'on peut vite faire des erreurs C'est vrai. qui peuvent être problématiques. Et bon, moi, je suis quand même un partisan des compléments alimentaires, parce que au niveau sportif, je suis quand même habitué à en prendre quelques-uns. Mais comment tu peux expliquer qu'il y a des gens qui soient vraiment réticents aux compléments alimentaires? Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Il y a vraiment une ambivalence que j'explique difficilement, parce que les compléments alimentaires, comparés à d'autres thérapies qui font un peu polémique aussi, ils ont montré leur efficacité. Donc je comprends pas réellement pourquoi, pour le coup, là, il y a un débat, parce qu'il y a des gens qui, ok, ils peuvent être plus ou moins d'accord avec telle ou telle thérapie, mais personne ne les oblige de les prendre. Donc je comprends pas pourquoi il y a vraiment une polémique aussi importante. Sur les médias et notamment sur les réseaux sociaux, hein, il y a, il y a vraiment un acharnement contre les compléments alimentaires, quoi, de la part de certains médecins médiatisés. Je trouve, moi non plus, je comprends pas, mais pour moi, c'est avant tout de la méconnaissance. Vu qu'ils ne connaissent pas, par sécurité, ils préfèrent dire que ça ne fonctionne pas ou que les études sont pas suffisamment grosses ou importantes, mais en fait, c'est normal. Je veux dire, c'est pas des gros laboratoires pharmaceutiques qui peuvent lever des millions d'euros pour faire des études de marché comme les médicaments. Et d'ailleurs, un complément alimentaire n'est pas un médicament. Donc, pourquoi on exigerait d'un complément alimentaire les mêmes études qu'un médicament et en soi, il y a quand même des compléments alimentaires qui sont hyper qualitatifs, qui utilisent des extraits brevetés, où il y a quand même eu des études dessus. Donc, moi non plus, enfin, je trouve ça vraiment très dommage. Alors après, c'est vrai que il y a aussi ce phénomène parce qu'il y a de la dérive dans les compléments alimentaires, comme partout. Il faut savoir qu'un complément alimentaire ne suit pas du tout la même législation qu'un médicament, où il y a une autorisation de mise sur le marché, des années de recherche. Un complément alimentaire, il fait juste l'objet d'une déclaration à la DGCCRF et il peut y avoir des contrôles, mais après le lancement du produit. Donc effectivement, il faut vraiment s'assurer de choisir des compléments d'une qualité pharmaceutique et c'est d'où l'importance vraiment d'être, accompagné par un professionnel parce que sur internet, on trouve de tout. Donc voilà, c'est sûr, je comprends ça, je le conçois et il y a de l'abus, mais il y a de l'abus partout, hein. Enfin, c'est comme, il y a des médicaments qui sont prescrits de manière abusive aussi, on peut en parler, hein. Non, Enfin, je veux dire, c'est c'est exactement. ça, hein. Puis ouais, alors, en général, l'argument que les personnes anti-compléments alimentaires auront, c'est oui, mais de toute façon, si on a une alimentation saine et variée, on a déjà tous les nutriments qu'il faut, dont on a besoin. Mais j'ai entendu parler, par exemple, des gens qui mangent du saumon en quantité astronomique pour se complémenter en oméga 3, mais aujourd'hui, dans les saumons, il y a plein de métaux, par exemple, qui empoisonnent du coup le corps. Donc c'est pas non plus
les compléments alimentaires qui nous Alors, apporter les oméga 3 qu'on a du mal à trouver. ouais, alors là, tu vois, tu soulèves une question qui est très intéressante. Alors moi, je serais toujours plus, pour, consommer du poisson, plutôt que de consommer des oméga 3 purifiés. Parce que tout simplement, dans le poisson, tu as aussi d'autres nutriments qui sont hyper intéressants pour le corps et tu as pas que des oméga. Par contre, effectivement, après, tu as des limites de consommation, à respecter. C'est pour ça qu'on recommande le poisson, 2 à 4 fois par semaine et le saumon, c'est plutôt une fois toutes les 3 semaines parce que ça fait partie des poissons, plus riches en métaux lourds, plus pollués. Il vaut mieux favoriser, tu vois, les petits poissons gras, maquereaux, harengs, qui sont moins pollués. Mais, entre manger du poisson ou se supplémenter en oméga 3, je conseille de manger du poisson. Par contre, s'il n'y a pas de consommation de poisson, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, par goût ou qui sont végétariens, mais à ce moment-là, la supplémentation en oméga 3 est incontournable parce que les oméga 3 d'origine végétale ne sont absolument pas suffisants. Parce que dans ton corps, tu les transformes en EPA, DHA, mais de manière très très faible. Et les EPA et DHA, ça c'est l'ANSES qui l'écrit noir sur blanc, sont considérés comme indispensables parce que justement notre capacité de synthèse est trop faible. Donc, il faut absolument l'apporter via les sources directes, donc le poisson, les algues. Et s'il n'y a pas cette consommation dans l'assiette, bah, il faut passer sur des supplémentations. Voilà, donc là encore une fois, il y a une justesse à avoir dans l'utilisation et le message qu'on fait passer. Oui, les oméga 3 sont très bénéfiques pour la santé, mais si tu peux l'apporter par le poisson, mais c'est sûr qu'il faut manger du poisson au moins 2 fois par semaine, donc au moins une fois un gras, et consommer des huiles riches en oméga 3, donc huile de lin, l'huile de camille. Si ça, ce n'est pas fait, tu peux être sûr que tu es en déficit d'oméga 3, carencé. Donc là, ça crée des déséquilibres au niveau de la santé, de l'inflammation de la graisse et d'autres problématiques. Donc ça fait partie des choses. Juste avec une enquête alimentaire, finalement, tu peux vite voir si la personne ou pas assure son équilibre et ses besoins en oméga 3 qui sont de 500 mg par jour, PA, DHA confondus. Donc voilà. Et après, c'est tout est un rapport aussi. Il n'y a pas de graisse à éviter, entre guillemets. C'est juste une question de quantité les unes par rapport aux autres. Voilà, on peut manger un peu de beurre tous les jours, un peu d'huile, un peu de... Oui, mais du coup, on peut imaginer qu'il y a au moins la moitié des gens en France qui sont carencés en oméga 3, mais il y a aussi plein d'autres carences qu'on peut imaginer. J'imagine la vitamine D aussi. Là, si tu avais, je sais pas, 3 compléments alimentaires à recommander pour la population générale, comme ça serait... Ah bah, la vitamine D, et ça, c'est tout le monde. D'ailleurs, la supplémentation aujourd'hui, toutes les sociétés savantes de pédiatrie se sont mis d'accord sur le fait que les enfants doivent tous être supplémentés de 0 à 18 ans, avec des recommandations spécifiques de supplémentation entre 400 et 800 UI quand il n'y a pas de facteur de risque. Pour autant, à 18 ans, on se met pas à synthétiser de la vitamine D, hein, d'accord? C'est juste qu'il y a les recommandations officielles qui ont été faites jusqu'à 18 ans parce qu'il y a vraiment les sociétés savantes de pédiatrie qui sont fait une recherche autour de ça et ça n'a pas été fait chez l'adulte. Mais pour autant, à 18 ans, notre métabolisme ne se transforme pas par magie et on ne se met pas à synthétiser nos besoins de vitamine D suffisamment. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer bien au-delà, enfin toute sa vie, à se supplémenter. Alors bien sûr, en période estivale, si tu pars en vacances à la mer, ce sera peut-être pas la peine de se supplémenter pendant cette période-là. Mais même en été, quand tu travailles dans un bureau et que tu prends pas le soleil de la journée, bon bah il faut. Et puis en plus, quand tu mets une protection UV, ben tu empêches la synthèse. Hein, donc c'est vraiment un pilier de la bonne santé, quoi. On a des récepteurs partout dans le corps, c'est hyper Moi, je me important. souviens, quand je travaillais en pharmacie, distribuer des ampoules aux personnes âgées Mm. et qui prenaient une dose de vitamine D énorme tous les 3 mois. Ça doit Ouais. correspondre à peu près à 3 mois de soleil. Je me suis toujours interrogé sur le fait que est-ce qu'il ne faudrait pas mieux donner un complément tous les jours plutôt que de donner une ampoule hyper concentrée tous les 3 mois. Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi. Je ne sais pas si tu as un avis. Ouais, ça aussi, c'est hyper intéressant que tu en parles. Chez les enfants, tu vois, par exemple, les recommandations, ils disent que c'est beaucoup mieux de favoriser la supplémentation quotidienne. Mais ça paraît logique, en fait. Physiologiquement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique tous les jours un peu de vitamine D et on en apporte toujours un peu via notre alimentation. Donc, c'est toujours plus intéressant au niveau nutritionnel. Et pour maintenir aussi un taux stable de vitamine D dans le sang, on a apporté tous les jours un peu qu'une méga dose tous les 3 mois. Parce qu'en fait, la méga dose, ça fait un pic. Ok, tu remontes la carence, mais en fait, ça finit par rechuter. Donc, en fait, si tu prends des doses, ça fait toujours comme ça. Alors que si tu veux lisser ton statut en vitamine D, alors franchement, si t'es pas... Le problème de la prise tous les jours, c'est qu'il y a des gens qui sont pas observants, même chez les enfants. Donc, ce qu'on conseille dans ces moments-là, c'est sinon on multiplie par 7 et on prend une fois par semaine. Oui.
ou alors éventuellement des ampoules mensuelles, à la limite tous les mois. Mais alors tous les 3 mois, c'est carrément aujourd'hui plus du tout recommandé pour les enfants. Et ça s'est passé là en 2022 Mhm. ou en 2022 ou 2023, je sais plus, j'ai un doute. Et pour les adultes, j'aurais envie de dire que ça devrait être pareil, Ouais. quoi. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de supplémenter tous les jours, voire toutes les semaines, ou alors, voilà, en ampoule. Et aujourd'hui, il y a des formats en pharmacie d'ampoules qu'on peut donner tous les mois. C'est déjà beaucoup plus intéressant pour voilà, stabiliser le taux sanguin de vitamine D stable. Après, un autre micronutriment qui fait souvent défaut, c'est le magnésium. Magnésium, ouais. Moi, j'en prends avant de dormir, du coup. Ouais. Je crois que ça m'aide vraiment sur la qualité de mon sommeil, du coup, le magnésium. Ouais, non, mais c'est éprouvé, hein, c'est très apaisant. Ça permet de lutter contre la fatigue aussi, parce que toi qui es sportif, tu as besoin d'énergie cellulaire et l'énergie cellulaire s'appelle l'ATP, elle est hydrolysée et pour que cette hydrolyse ait lieu, il faut du magnésium. Donc si tu as pas de magnésium, concrètement, tu ne peux pas produire de l'énergie et le magnésium, dès qu'on est stressé, en fait, il y a une fuite urinaire qui se fait et donc c'est un cercle vicieux. Tes besoins augmentent, tu en perds dans les urines et donc finalement, c'est très difficile de couvrir ses besoins via l'assiette. Donc c'est vrai que quand on est stressé, moi j'ai tendance à dire, supplémentez-vous, même si vous savez en amont que vous allez être stressé, supplémentez-vous. En général, la dose, c'est 6 milligrammes par kilo par jour, ça permet vraiment d'adapter, même chez un enfant, ça existe sous forme de petits sirops. 6 milligrammes par kilo par jour, en moyenne 300 milligrammes par jour. Après, il y a une question de forme de magnésium parce qu'ils sont pas du tout tous équivalents. Le magnésium marin, c'est pas du tout une bonne forme, même si ça coûte, c'est le plus connu. Mais c'est vrai que les sels de magnésium comme le citrate, le malate, le glycérophosphate, le magnésium chélaté comme le bisglycinate, c'est des super formes bien assimilées par le corps. Mhm. Ok, très bien. Voilà. Et après, dernier, complément alimentaire comme ça, après c'est difficile. Les vitamines du groupe B, on peut facilement en manquer, ça sert au métabolisme énergétique. Disons en cas de fatigue, faut pas hésiter à voilà, une petite cure de vitamine B, surtout même chez les sportifs, ça peut être hyper intéressant et redonner de l'énergie. Mais voilà, là, je conseille plutôt des vitamines du B d'origine naturelle. Et est-ce que au niveau du microbiote intestinal, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est source de pas mal de fantaisie et de projets pour l'avenir au niveau santé. C'est vraiment passionnant. Moi, je commence à m'y intéresser. Je ne veux pas dire que je connaisse ça très bien, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est plein d'avenir, j'ai l'impression, ce microbiote. Ouais. Bah, en fait, le microbiote intestinal, donc c'est l'ensemble, c'est les milliers de bactéries qu'on a dans l'intestin. Et en fait, le microbiote est en lien avec plein de processus métaboliques, puisqu'il y a des hormones, des neurotransmetteurs, il y a un lien direct avec le cerveau via le nerf vague, il y a la synthèse de certaines vitamines au sein de ce microbiote. Et en fait, notre intestin, il a vraiment un double rôle qui est celui de repousser les pathogènes et absorber ce qui est intéressant. Donc c'est une dualité, une fonction qui est très finement régulée et en fait, pour être dans l'équilibre, bah, il y a beaucoup de gens finalement, ça peut être déséquilibré et quand le microbiote est déséquilibré, on appelle ça une dysbiose. Ça veut dire que tu vas avoir des bactéries qui vont se développer, bactéries potentiellement opportunistes, pathogènes, qui vont faire que ton microbiote va être déséquilibré. Donc ça peut se manifester par de la diarrhée, de la constipation, des douleurs. Et en fait, ce microbiote, pourquoi on en parle autant? Parce que tout simplement, 70% des cellules immunitaires se trouvent au niveau de l'intestin et sont en lien direct avec ces bactéries qui en fait éduquent nos cellules immunitaires. Donc en gros, si tu as une dysbiose, ça va impacter tes cellules immunitaires. Après, il y a tellement de choses à dire, tellement de processus qui se passent au niveau du microbiote. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que la clé d'une bonne santé, ça passe par un bon équilibre digestif. Et ce microbiote-là aussi, il permet de protéger la muqueuse, enfin, entre autres, hein, le microbiote, le mucus permet de protéger la barrière intestinale, la muqueuse intestinale. Et quand bah, il est perturbé, cette muqueuse, elle peut être altérée et ça peut créer ce qu'on appelle de l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que ton intestin laisse passer des molécules qui normalement ne devraient pas passer. Et ça peut créer des manifestations qui sont au-delà du digestif, comme des allergies, comme développement de certaines maladies, maladies auto-immunes. Voilà, il faut toujours, quand tu as des problèmes de santé,
il faut toujours quand même regarder au niveau de l'intestin comment ça se passe, parce que si tu t'intéresses que au reste et que tu règles pas l'intestin, tu pourras pas avoir une amélioration sur du long terme. Voilà. Donc l'intestin, c'est vraiment quelque chose à regarder, quand tu as des problématiques de santé, récurrentes, quand tu as des pathologies chroniques. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que tu as des inflammations qui peuvent, perdurer dans l'intestin et et du coup qui peuvent vraiment impacter, ton état de santé, même si le problème de santé que tu as n'est pas forcément en lien direct avec ton intestin. La qualité du microbiote dépend majoritairement de l'alimentation qu'on a au quotidien Ok. et pas de la prise de probiotiques comme certains labos Hmm. peuvent, le voir. Les probiotiques peuvent avoir un intérêt parce que les souches documentées, hein, qui ont été étudiées scientifiquement, vont avoir certains bénéfices santé. Certaines souches probiotiques, par exemple, vont permettre de, calmer, les phénomènes d'allergie. D'autres vont, permettre d'avoir un effet, immunomodulateur, donc plus sur l'immunité. D'autres, vont permettre de calmer l'inflammation. Donc en fait, d'autres vont lutter contre la diarrhée. Donc en fait, on choisit son probiotique en fonction un petit peu des problématiques qu'on a. Mais les probiotiques que tu prends, ils vont rester là, hein. Ils vont avoir une certaine rémanence d'action et puis au bout d'un moment, ils seront éliminés. C'est pas, les probiotiques que tu prends, ils restent là toute la vie, hop, c'est bon, tu as refait ton microbiote. Ce qui change ton microbiote au quotidien, c'est vraiment la manière dont tu vas t'alimenter. Voilà, au Ouais, ouais, quotidien. d'accord. Plus tu vas manger Et oui, c'est pas. diversifié, plus tu vas avoir un microbiote de qualité. Et ça passe notamment par l'apport en fibres solubles, en bêta-glucane, tout ce qui est source de champignons, flocons d'avoine, tout ce qui est amidon résistant. Donc, quand tu fais cuire tes pâtes, laisse-les refroidir 6 heures au frigo et là, tu crées des amidons résistants. Si tu les consommes froides ou légèrement réchauffées, et aussi en tout ce qui est dans les fruits et les légumes, voilà, les fibres, je l'ai déjà dit, amidon résistant. Et les polyphénols aussi font partie des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est vraiment ce qui favorise le développement de ton microbiote. Oui, c'est pas parce qu'une personne mange super mal et qu'elle fait une petite cure de probiotiques après Noël que d'un coup elle aura une microbiote. À long terme, tu ne pourras pas avoir une amélioration Ouais, bien sûr. sur du long terme. Mais Oui, les probiotiques vont pouvoir soulager tes symptômes, mais dès que tu vas les arrêter, tes symptômes vont revenir. Dans ton alimentation, tu n'as pas mis en place certaines choses. c'est vraiment passionnant de t'entendre parler de tout ça, et, parce qu'on voit que tu es vraiment experte et passionnée à ton tour par ce sujet. Et justement, tu as lancé une série de consultations pour tes patients qui souhaiteraient avoir plus de conseils à ce niveau-là. Peut-être que tu peux en Oui, parler rapidement pour faire un petit peu la promotion oui, de ce projet. ça, très récemment. Il fallait que je trouve le temps. Donc, tu vois, le fait de justement sous-traiter certaines choses dans mon travail, notamment en création de contenu, ça m'a permis de dégager suffisamment de temps pour enfin, lancer les consultations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins présente en pharmacie, tout simplement parce que mon activité s'est énormément diversifiée. La création de contenu, je suis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, formatrice, en nutrition fonctionnelle pour, Eureka Formation. Ça me prend ça aussi pas mal de temps et donc là, maintenant, j'ai voulu en parallèle, lancer ces consultations parce que la relation patient me manque en fait et là, c'est pratique, je peux travailler de chez moi, les caler quand j'ai du temps donc voilà. Le but, c'est j'envoie des questionnaires comme j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, aux patients, ce qui permet en fait d'avoir une vision très globale de leurs problématiques parce que souvent quand tu leur parles, ils vont pas penser eux à te dire certaines choses. Là, le questionnaire déjà, ça pose le contexte. Mhm. Donc, j'analyse ces questionnaires avant et après il y a 1 heure d'échange, pour que je comprenne bien, que je cible bien la problématique, que voilà, comprendre, l'état du patient, qu'est-ce qu'il recherche et cetera et après je vais autour de ça élaborer, des conseils, bien sûr nutritionnels. Mhm. Donc après je suis pas diététicienne, hein, je remplace pas du tout une diététicienne. Moi je suis plus là pour, expliquer ce que c'est qu'une alimentation santé, Mhm. voilà, santé. Mais je remplace pas du tout, voilà, je donne pas de conseils sur le comportement alimentaire, tout ça c'est pas mon domaine, hein, mais après donc vraiment replacer les bonnes bases dans l'assiette et adapter la supplémentation. Donc la supplémentation, elle peut du nutritionnel quand, il manque des choses dans l'assiette et je vois qu'il y a des déficits avérés, je mets en place ce type de supplémentation et après tu peux avoir une supplémentation dite fonctionnelle. Par exemple, quand tu vas utiliser
des probiotiques par exemple, ou des phytonutriments, donc toute la phytothérapie. Tu n'utilises pas des plantes pour te nourrir, tu utilises des plantes parce que tu veux une action sur un processus cellulaire par exemple. Tu prends du curcuma parce que il a des vertus anti-inflammatoires qui peuvent être soulager des douleurs digestives, ou encore la boswellia ou le chardon-marie pour soutenir l'activité hépatique. Voilà, donc après tu agis, tu choisis un peu tes plantes et tes phytonutriments pour accompagner le patient. Mais encore une fois, ça ne vient pas antagoniser le traitement qui aurait été mis en place par le médecin. Je ne remplace absolument pas un médecin. C'est vraiment, ça peut se faire en complément, voilà, dans le but de prévenir, ou voilà, ou quand la médecine finalement n'apporte pas vraiment de réponse. Il y en a quand même beaucoup des gens qui souffrent et qui n'ont pas de solution. Donc voilà, c'est pour aider tous ces personnes-là. C'est un super beau projet en tout cas, et j'encourage justement la diversification du métier de pharmacien, et je trouve que ce que tu fais Mm. avec ça, du coup, c'est une belle... Oui, après ça c'est moi je le fais pas en pharmacie parce que j'ai pas de pharmacie aujourd'hui où je suis salariée, mais c'est des choses qui peuvent être très bien mis en place aussi au sein même d'une pharmacie, hein, ce type Ouais, de tout à fait. consultation. Il y a plein de pharmaciens qui font de la micronutrition et qui l'ont développé dans leur pharmacie, et je peux vous dire que quand vous avez des notions comme ça fidélise énormément la clientèle. Pourquoi les créateurs de contenu en santé ont autant de succès sur les réseaux sociaux? C'est parce que vraiment, je pense qu'avec la crise sanitaire, les patients ils sont en recherche de conseils, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de comprendre, et en fait, moi ce que j'aime dans la «micronutrition» entre guillemets, c'est la compréhension du mécanisme. Pourquoi en fait ça dysfonctionne? Tu vois? C'est pas juste j'ai mal là, j'ai mal au ventre, je prends un antispasmodique, c'est j'ai mal au ventre, pourquoi j'ai mal au ventre? Est-ce que c'est parce que, au niveau, hépatique, il y a quelque chose? Au niveau de la synthèse des acides biliaires, est-ce que c'est parce qu'il y a une, perturbation du microbiote? Est-ce que c'est parce que c'est un lien directement avec le stress? Enfin, tu vois, c'est faire les relations entre les organes aussi, quoi. Parce que aussi en médecine, bah, tu as le gastro-entérologue qui traite l'intestin, neurologue ou le psychiatre qui va accompagner sur tout ce qui est trouble. Mais les liens ne se font Ouais, pas c'est vrai, forcément. c'est vrai. Quand tu fais la micronutrition, bah, tu peux faire des liens. Et c'est ça que je trouve hyper Non, mais intéressant. c'est effectivement super intéressant, et je pense que c'est plutôt inspirant du coup comme ton parcours et ta façon de te diversifier. Donc je pense que les personnes qui écouteront tout ça seront ravies d'apprendre qu'on peut faire tout ça avec un diplôme de pharmacien du coup. Eh ben, j'espère, hein. Écoute, on va arriver J'espère. près de l'heure du podcast. On va passer aux questions de fin qui sont plutôt rapides du coup. D'accord. Est-ce que tu as j'ai appris, enfin, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais pas aborder non plus des projets particuliers, mais est-ce que tu as des projets, des ambitions, des objectifs pour l'avenir? Peut-être un deuxième livre, ou je me suis noté un deuxième projet. Je me suis posé la question, pourquoi tu n'avais pas ouvert toi-même ton labo de micronutrition, de compléments alimentaires, par exemple? Est-ce que tu as déjà pensé, ou est-ce que ça te paraît complètement impossible? Ouais. J'y ai déjà réfléchi, après c'est un tout autre métier, je Mhm. pense, que celui que je fais. Et j'ai déjà été démarchée, tu vois, pour travailler sur des formules. Ouais. J'ai déjà fait d'ailleurs. Ça, à la limite, pourquoi pas, mais c'est vrai que tout le reste, c'est quand même un autre métier. Il faudrait que je me structure différemment encore. Heu, voilà, c'est pas quelque chose aujourd'hui que Au j'envisage. jour, ouais, ouais. Voilà, pour l'instant, c'est pas voilà, c'est pas mon non, c'est pas mon souhait. Hem, Par contre, il va y avoir un projet qui va se rapprocher de quelque chose que je vais enfin bon, ça va, je vais en parler très, très bientôt, donc je garde encore un petit peu le Bien sûr, suspense. ouais. Et un deuxième livre, oui, de toute façon, on en a déjà discuté avec ma maison d'édition. Je devais déjà en faire un, enfin, il était prévu que j'en fasse un deuxième l'année dernière, mais en fait, franchement, j'ai pas réussi à m'organiser. Un livre, c'est énormément de travail. Le premier, j'ai quand même ça a mis 9 mois à l'écrire, et j'ai fait ça, 70 de mon temps. Donc enfin, ouais, 50 de mon temps parce qu'il y a quand même mes enfants, et je travaillais toutes les semaines en pharma aussi à l'époque, donc peut-être pas à 70, mais ça m'a pris quand même un temps de fou. C'est quand même assez stressant aussi. Heu, donc j'étais pas prête là à me remettre dedans. Mais oui, il y a un projet aussi. Ok. Eh ben, Voilà. on va suivre ça sur ton compte Instagram du coup. Ouais. Autre question, est-ce que tu as eu un mentor, des inspirations, je sais pas, à la fois dans la pharmacie, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans
je sais pas, dans ta façon de vivre aujourd'hui? Est-ce que tu as eu un mentor particulier, quelqu'un à recommander qui t'inspire particulièrement? Bah, en fait, les gens qui m'inspirent, c'est les gens passionnés. Ouais, Donc, aujourd'hui, j'ai quand même la chance de connaître beaucoup de créateurs de contenu en santé et je trouve que il y en a qui sont hyper inspirants parce qu'ils sont passionnés, donc ils ont une manière de transmettre l'info que je trouve, hyper divertissante, hyper accessible. Donc, finalement, quand tu vois les autres créer, bah, tu te remets aussi en cause, tu te dis: «Est-ce que je pourrais pas moi aussi peut-être, ça le tourner de manière différente?» Et là, la personne avec qui je travaille, aujourd'hui, elle m'aide aussi énormément là-dedans. C'est-à-dire que vu qu'elle est pas dans la santé, elle a vraiment un œil, un regard sur les contenus et elle va m'aider, elle va me dire: «Non mais là, là moi ce mot, on le change, hein, parce que j'ai pas compris. C'est trop compliqué» ou «Là non, là, remets plus d'intonation» ou «Viens on le fait comme ça». Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un qui me permet aussi de sortir un petit peu de ma zone de confort et de ce que j'ai l'habitude de faire, donc ça c'est super cool. Après, en termes d'inspiration, bah, j'ai envie de te dire que, Clara Morgan quand même m'a beaucoup inspirée parce que c'est une femme, extrêmement brillante, très travailleuse et on a beaucoup échangé, sur nos projets respectifs et parler avec elle, ça m'a toujours, voilà, beaucoup apporté. j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic avec cette rencontre du coup. Ouais. Mmh. Au niveau, on va dire, spirituel et émotionnel, c'est quelqu'un, ouais, que je trouve inspirante parce qu'en fait, je pense que vraiment il faut pas se mettre des limites, quoi. C'est les propres limites qui te mets qui définissent, finalement là où tu vas t'arrêter. Si tu te mets pas de limites, la voie elle est ouverte, quoi. Moi j'ai toujours pensé ça, hein, quand j'ai créé les conseils Pharmaléa, je vais pas te mentir, hein, il y a plein de pharmaciens qui se sont moqués de moi, hein. Oui, Les potes de la fac: «Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule». Non mais c'est tu sais, c'est vu que c'est quelque chose de nouveau et qui, sort de j'ai vécu ça, l'ordinaire, c'est un peu rejeté. bien sûr. Mais moi, au fond de moi, j'étais sûre que j'avais une bonne idée. Mais par contre, je n'avais absolument pas imaginé que je pouvais peut-être un jour gagner de l'argent avec ça ou complètement modifier ma façon de travailler. Enfin, je l'ai pas du tout, envisagé parce que ça n'existait pas avant. Le Mais par contre, C'était la passion du coup là, ouais. ouais, j'étais juste sûre que c'était une bonne idée. Ouais. Mais je peux pas te dire pourquoi, j'avais rien réfléchi, j'avais pas fait de business plan, que dalle. D'ailleurs, j'ai fait ça je travaillais à plein temps et je faisais ça en plus, quoi. OK. Pendant, peut-être 1 an, 2 ans. Encore 2 questions rapides. Parmi celles qui sont susceptibles, parce que là c'est le deuxième épisode du podcast d'interview, le premier épisode Mmh, qui a déjà été diffusé à l'heure où cet épisode sortira, c'était avec Almi, du coup le dessinateur, ouais. qui m'a recommandé d'autres personnes. Parmi celles qui seraient susceptibles d'accepter, qui est-ce que tu voudrais que j'invite sur le podcast en interview? Par exemple, des créateurs particuliers en pharmacie que tu connais et qui sont super sympas, ou parce que c'est vrai que je manque un petit peu d'inspiration sur les invités que je pourrais, je pourrais avoir. Hem, alors qui tu pourrais inviter? Dans la santé aussi, du coup? Ouais, dans la santé au sens large, ouais, c'est vrai. Alors moi, il y a quand même quelqu'un que je trouve, particulièrement inspirant parce que j'ai eu la chance de l'écouter, plusieurs fois pour faire enfin, parce qu'on fait partie de la même agence, donc on se voit souvent autour d'événements. C'est Major Mouvement. Ah oui, oui. Je sais pas s'il aura le Voilà. temps de Ouais, m'accorder une du coup. d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu qu'il avait dit, «Si vous faites du podcast, j'ai un créneau, donc contactez-moi». Enfin, il avait lancé une truc en story, mais c'est vrai que je trouve qu'il est hyper inspirant quand Complètement, ouais. enfin nous, en l'occurrence, j'ai assisté à des conférences où on parlait de création de contenu et c'est vrai que je trouve toujours ses réflexions, sa façon de penser très inspirante. C'est vrai, c'est vrai, Ouais c'est vrai. Et ben je le et contacterai. ouais, vraiment, voilà, je trouve que sa philosophie de vie et sa façon de penser, par rapport à son travail, par rapport à son métier, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à bien tout gérer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il est inspirant, complètement. Et du coup, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que les auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici pourraient être récompensés, je sais pas, avec un livre dédicacé de Léa ou, ou je sais pas. Heu, alors j'en ai encore un en stock. Non, ça va plus qu'un. Non mais je le montre pour ceux qui ne l'auraient jamais vu quand même, voilà. Moi, je le connais. C'est quand même un sacré c'est 311 Ouais, c'est chouette. pages, 311 pages. Ok. Bah, tu vas le garder celui-là, j'imagine, s'il t'en reste qu'un. Non, donc je peux
peux éventuellement en dédicacer un, tu vois. Et bah, Je peux le dédicacer. avec grand plaisir, on pourrait envisager un truc comme ça, faire gagner un livre à quelqu'un qu'on dédicacerait si ça te va. Ok, ça marche, on fait ça. Avec grand plaisir. Avec Du plaisir. coup, c'est chouette. Ça permettra de transmettre un petit peu mes connaissances sur. Carrément. Merci Léa pour le cadeau que tu fais à mes auditeurs, c'est vraiment super cool. Si vous souhaitez remporter le livre de Léa pour vous renseigner sur la micronutrition et sur la santé en général, n'hésitez pas à participer au tirage au sort en commentant la publication Instagram de cet épisode. Vous nous taguez tous les deux et on s'occupera de vous envoyer le livre dédicacé de Léa. Allez, c'est parti, on remet l'interview. J'ai passé un super bon moment, en tout cas, j'étais trop content de te parler. Depuis le temps que je te suis sur Instagram, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Bah, merci beaucoup, Anthony, c'était super. Pas de problème. Je coupe l'enregistrement et Ouais. reste encore en ligne. Ouais, Les auditeurs, on n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast et abonnez-vous pour suivre les prochains invités du coup. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour Première Consultation, à bientôt les amis.